Bonjour à tous. Bienvenue pour cette exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, l'essai sur l'entendement humain de John Locke, paru en 1689. C'est un texte qui a vraiment euh, marqué son époque, qui cherchait à comprendre comment on comprend, en fait. Tout à fait. Locke lui-même, il voulait savoir d'où viennent nos idées, jusqu'où on peut être certain de ce qu'on sait, et aussi sur quoi reposent nos croyances, nos opinions. Son but, c'était pas tellement de faire de la physiologie, mais plutôt de comprendre comment se forme une image du monde. Oui, c'est ça. Il utilisait cette image de déblayer le terrain, enlever un peu les obstacles à la connaissance. Il visait notamment les mots un peu obscurs, les termes compliqués, qui pour lui cachaient souvent une forme d'ignorance. Alors allons-y, plongeons là-dedans. Par où il commence, Locke? Alors, le point de départ, c'est assez fort pour l'époque. Il rejette complètement l'idée qu'on naîtrait avec des connaissances. Pas de principe inné. Pour Locke, l'esprit à la naissance, c'est une tabula rasa. Une page blanche. Exactement. Ou un cabinet vide, c'est d'une autre de ces images. Tout, absolument tout ce qu'on a dans l'esprit, ça vient de l'expérience. D'accord. Une page blanche, c'est une image puissante, effectivement. Mais alors, comment elle se remplit, cette page? Si rien n'est là au début, d'où vient la matière première de nos pensées? D'où ça vient, tout ça? Alors, pour lui, il n'y a que deux sources possibles. Deux seulement. D'abord, la sensation. C'est tout ce que nos sens nous apprennent sur le monde extérieur. Le chaud, le froid. Oui, les couleurs, les sons, la solidité d'un objet, tout ça. Et la deuxième source, c'est la réflexion. La réflexion. C'est quand on observe ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre propre esprit, quand on pense, quand on doute, quand on veut quelque chose. L'esprit qui s'observe lui-même en quelque sorte. Il dit que ce sont les seules fenêtres par lesquelles la lumière peut entrer dans ce qu'il appelle la chambre obscure de l'esprit. D'accord. Donc on a ces données brutes, on pourrait dire, qui viennent soit de l'extérieur par les sens, soit de l'intérieur par la réflexion. Et après, comment on passe de la sensation de rouge ou de rond à l'idée d'une pomme? Ou même à des concepts plus abstraits, comme, je ne sais pas, la justice ou la beauté? Justement, c'est là qu'intervient une distinction clé chez Locke, celle entre les idées simples et les idées complexes. Les idées simples, c'est les éléments de base, indivisibles, comme rouge, solide, doux ou même pensée. L'esprit, face à ces idées simples, il est plutôt passif. Il les reçoit. Il ne peut pas en inventer de nouvelles, ni détruire celles qu'il a. Ah, donc l'esprit est juste un récepteur au début. Il ne fait que recevoir. Pour les idées simples, oui, on peut dire ça. Mais attention, c'est juste le point de départ. Parce qu'ensuite, l'esprit devient très actif. Il a le pouvoir de prendre ces idées simples et de les combiner, de les comparer, de les assembler. Et c'est comme ça qu'on forme les idées complexes. Comme l'idée d'une pomme, par exemple. Ah. Une certaine couleur, une forme, un goût, une texture. Et ça vaut aussi pour des idées beaucoup plus abstraites. La gratitude, une armée, l'univers même, tout ça, ce sont des assemblages, plus ou moins complexes, d'idées simples issues de la sensation et de la réflexion. C'est là qu'on voit la puissance de notre entendement, notre capacité à construire. Mais j'imagine que c'est aussi là que ça peut déraper, non? Si on combine mal, si on assemble de travers. Précisément, Locke nous met vraiment en garde là-dessus. C'est souvent dans la formation de ces idées complexes et surtout dans l'usage qu'on fait des mots pour les nommer que naissent les erreurs, les confusions, les disputes interminables. Si on utilise des mots sans avoir derrière des idées claires et distinctes, on parle dans le vide. On retrouve son idée de déblayer le terrain, enlever les faux problèmes liés au langage. Et il insiste aussi beaucoup sur le fait qu'on ne peut pas tout savoir, n'est-ce pas? Sur les limites de notre connaissance. Oui, c'est un point fondamental chez lui. Locke est très pragmatique. Il pense qu'on ne peut pas connaître l'essence réelle des choses, leur nature profonde, intime. Ce qu'on connaît, ce sont seulement les qualités qu'on perçoit, les effets que les choses ont sur nous. Il a cette très belle métaphore, la chandelle qui est allumée en nous éclaire assez pour tous nos besoins. Jolie image. Oui, ça veut dire acceptons les limites de notre entendement, inutile de se plaindre qu'on n'a pas une connaissance parfaite, absolue. Ce qu'on peut connaître suffit pour guider notre vie, pour nos besoins pratiques. Concentrons-nous là-dessus. Savoir s'arrêter en quelque sorte. Reconnaître ce qu'on ne peut pas savoir. Et la connaissance elle-même, alors, hmm, comment il la définit?
Quand est-ce qu'on peut dire qu'on sait vraiment quelque chose? Alors, pour Locke, la connaissance, c'est la perception. La perception de l'accord ou du désaccord entre nos idées. Il distingue plusieurs degrés de certitude. Le plus haut degré, c'est l'intuition. L'intuition. Oui, c'est quand on voit immédiatement l'accord ou le désaccord. Par exemple, on sait intuitivement que le blanc n'est pas le noir. C'est direct, évident. Ensuite, il y a la démonstration. Là, l'accord ou le désaccord n'est pas immédiat. On a besoin d'étapes intermédiaires, d'un raisonnement, comme en mathématiques par exemple. D'accord. Et le troisième? Le troisième degré, c'est la connaissance sensible. C'est la connaissance qu'on a de l'existence d'objets extérieurs particuliers, mais seulement quand ils sont en train d'agir sur nos sens. Je sais que cette table existe parce que je la vois et la touche, ici et maintenant. Mais c'est moins certain que l'intuition ou la démonstration. Bon, si on essaie de récapituler un peu ce parcours rapide dans l'essai. Tout part de l'expérience, donc sensation et réflexion. Ça nous donne des idées simples, les briques de base. Ensuite, notre esprit, lui, il travaille activement pour combiner ces idées simples en idées complexes. Mais il faut faire attention à la clarté de ces idées, au langage qu'on utilise, et accepter qu'il y a des choses qu'on ne peut tout simplement pas connaître. C'est ça. C'est tout à fait ça, oui. C'est une bonne synthèse de ces points clés. L'empirisme de Locke, fondé sur l'expérience, mais conscient de ses propres limites. Et ça nous amène, je trouve, à une question assez actuelle, finalement. Locke, il insistait beaucoup sur l'importance d'examiner les idées par soi-même, de ne pas accepter aveuglément ce qu'on nous dit, l'autorité, les opinions toutes faites. Il appelait ça l'argumentum ad verecundiam. Et il insistait sur la clarté du langage. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment on applique ça aujourd'hui? Comment garder cet esprit critique, cette exigence de clarté face au flot continu d'informations, d'opinions souvent très confuses, très peu examinées, qui nous submergent sur les réseaux, dans les médias? Excellente question. Une réflexion essentielle à emporter avec nous, en effet. À bientôt à nos chers auditeurs.